Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions qu'on nous a posées. On va le refaire encore une fois parce que ça devient tendu de trouver des fois des sujets, mais c'est bien au moins de répondre direct à des questions qui intéressent les gens. La première question, c'est comment gérer la blessure lorsqu'on est en saison. Toi, tu t'as retenu cette question parce que Ouais, justement, tu avais un athlète qui était blessé ouais. récemment En en fin de fait, saison. je trouve que c'est une question qui revient souvent. Et vu qu'on a quand même pas mal d'athlètes en fait en saison, t'as de l'intensité, enfin même hors saison au final, t'as de l'intensité, du volume. Et généralement, tu peux avoir des petites douleurs qui arrivent, des petites tensions et des fois des petites blessures. Et la question, c'est de se dire, bah, on n'est pas en capacité d'arrêter totalement la pratique. Et du coup, bah, c'est comment l'adapter et comment gérer ça. Déjà, Donc, ça dépend de la blessure en vrai, hein. ouais, ça dépend C'est pas mal. C'est sûr. sûr que si tu fais de la course à pied et que tu as une blessure à l'épaule, c'est quand même moins problématique. C'est C'est quand même sûr. moins Déjà, comment problématique tu que... t'es fait la blessure à l'épaule? Oui, Enfin, oui, oui, peut-être c'est dans un sûr. contexte qui a rien à voir Non, avec non, non. le sport, sans doute. Non, 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 c'est sûr. Et À après, moins que oui, tu sois tombé sur ton épaule ouais. en course à pied, mais. Après, faut savoir, c'est sûr quelle pratique. Si par exemple, moi j'ai eu un triathlète qui avait eu des petites tensions au niveau du genou, bah Hmm. l'avantage du triathlon, c'est que tu as trois disciplines. Donc généralement, si jamais tu te fais un peu mal et que c'est provocatif par exemple en course à pied, bah, il te reste encore le vélo et la natation pour compenser, en tout cas au début, euh, Tu au, peux mo- déjà réduire le ouais, volume. au moment où tu vas diminuer le volume en course à pied. Alors c'est sûr, si tu fais seulement par exemple de la course à pied ou seulement un sport et que tu es blessé, là c'est là où ça va être plus compliqué, il va falloir adapter un peu directement dans la pratique pour être capable de garder un minimum de volume pour continuer à s'adapter positivement mais sans trop contraindre et avoir de la sursollicitation en plus de ça, quoi. Après, je pense que quand on se dit, tiens, comment gérer la blessure lorsqu'on est en saison, je pense que dans la question, ça présuppose que la blessure, c'est genre quelque chose de chronique, tu vois, genre une tendinopathie ou une petite lésion, ou des fois même pas forcément chronique, mais une petite lésion musculaire, un truc qui peut se gérer, quoi. Ouais, Euh, Tu vois, une légère entorse ou un petit truc où tu peux continuer de pratiquer si tu adaptes le volume, que tu fais 2-3 exos de réhab bien ciblés qui vont et régulièrement qui vont te faire progresser sur le tissu qui pose problème. C'est sûr que si tu as une grosse fracture, oui, non, non, mais c'est sûr, ouais. là, Je là, pense que tu gères rien du tout en saison. Là, c'est plutôt tu sur ce qui est un peu sur annules la saison. sollicitation. Ouais. Après, moi, par rapport à ça, j'aime bien enfin, sortir un tout petit peu du contexte et se dire que il faut vraiment être. Enfin, lorsqu'on introduit dans la saison, généralement, on baisse un petit peu le volume de l'athlète, contrairement à la hors-saison. Et en hors-saison, c'est vraiment un moment où il faut vraiment faire le focus sur les maillons faibles. Il faut faire le focus sur les petits endroits où il y a un peu de douleur. Il faut être très très progressif. Il ne faut pas hésiter à être flexible par rapport à l'entraînement hebdomadaire. C'est là où vraiment on construit un peu on va dire, une capacité globale pour être capable de tolérer toute la saison, quoi. Donc il faut déjà se dire, ok, bon, ça peut arriver d'avoir mal en saison, mais il faut quand même se préparer, et c'est le plus important, c'est de se préparer hors saison pour avoir la capacité nécessaire et être loin des blessures pendant la saison. Ça, c'est la première chose, ça répond pas du tout à la question, mais ça permet de se dire, ok, au lieu de voir les choses vraiment sur l'aigu, il faut voir ça sur le chronique et se dire, ok, quelle est la continuité de la saison et comment je peux prévenir, en tout cas limiter les risques en En ayant dehors, une, ouais. une bonne hors-saison, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dès qu'on est dans la saison, bah évidemment, si on a la possibilité de faire d'autres sports en parallèle, et par exemple le triathlon, forcément tu peux faire d'autres sports, donc là il faut majorer ça. Quitte à même, en tout cas moi c'est ce que je fais, mais j'ai tendance à augmenter peut-être un peu plus l'intensité sur les autres sports pour conserver en fait les qualités. Et diminuer le volume, mais je coupe pas l'activité en question, je coupe jamais. Là j'ai eu un athlète récemment qui avait eu des problèmes au genou et j'ai décidé de, alors au début, si, c'est une manière aiguë, je crois que j'ai laissé 3 4 jours vraiment sans rien. Et après, j'ai quand même gardé un volume. J'avais différentes stratégies. Moi, j'ai majoré, ce que j'aime bien faire, c'est majorer la fréquence. Donc, par exemple, en course à pied, pour faire très très simple, mais autant faire des petites séances, mais majorer la fréquence plutôt que diminuer la fréquence et faire des longues séances, parce que c'est généralement avec la fatigue où tu commences à avoir plus de douleur, etc. Donc vraiment majorer la fréquence et toujours garder en fait une ligne de conduite dans l'activité, dans la spécificité et Pareil voir aussi, ouais. comment les symptômes évoluent. Mais surtout pas couper de manière assez franche
et plutôt vraiment se dire, ok, je vais diminuer le volume et je vais voir mes symptômes. Si c'est pas suffisant, je vais continuer à diminuer le volume, ou alors je vais manipuler les paramètres de fréquence, etc. Et voir où est-ce que ça m'emmène. Et des fois, on arrive déjà à avoir une amélioration des symptômes, et à partir de là, on peut réaugmenter progressivement, quoi. Donc vraiment, le truc peut-être à noter ici, c'est que moi, en tout cas, si c'est vraiment des blessures de sursollicitation, il faudrait pas couper totalement le volume, il faudrait juste manipuler. Le réduire déjà, c'est Ouais, déjà. le réduire le volume, mais pas arrêter totalement l'activité, quoi. Parce qu'on va trop se désadapter et le retour à la performance va être très très compliqué et va prendre beaucoup beaucoup de temps. Donc vraiment la première chose, c'est de ne pas arrêter l'activité et de continuer, mais vraiment gérer les curseurs du volume, quoi. Ouais, je vois le truc. Bon, ça après, c'est un peu des généralités, mais du coup, basculer. Déjà, tu te dis, admettons, même sur un même volume total hebdomadaire, si tu bascules sur une approche, si tu étais sur une approche basse fréquence ou moyenne fréquence, tu peux basculer à plus haute fréquence Mm. et voir si déjà quasiment le même volume total, mais réparti sur plus de séances, en fait, déjà, est-ce que ça passe mieux? Ou sinon, réduire aussi le volume total tout en ayant une approche haute fréquence qui fait qu'à la fin, tu fais des séances quand même beaucoup plus courtes. Ça peut déjà s'améliorer. Après, bon, la réduction du volume, l'augmentation de la fréquence en parallèle, peut-être si l'intensité est problématique aussi. Après, ça va dépendre aussi voilà, de la blessure, du tissu Oui. spécifique. Et voilà. Après, comme tu disais, je pense que c'est bien des fois de couper 3 4 jours. Genre, si vraiment en aigu, t'as un truc qui. Une inflammation aiguë, en fait. Ouais, si t'as quelque chose comme ça, et que des fois 3 4 jours, en fait, ça va te sauver pour la suite, et que si tu le fais pas, en fait, tu vas maintenir ou tu vas aggraver le truc, euh, faut pas hésiter. Moi, je pense des fois, l'autre fois, c'est bête, mais je m'entraînais, et d'un coup, t'as une douleur au tendon, tu vois. T'as genre, tu sais, le premier stade, là, réactif. T'as un tendon qui est un peu réactif, donc typiquement un comportement un peu inflammatoire ou un truc comme ça. T'es en mode bon bah si je stoppe 2 3 jours en fait ça va juste laisser passer le truc et derrière tu remanipules un peu les paramètres sans arrêter. Évidemment faut pas arrêter complètement, se dire ouais c'est bon j'ai mal je fais plus rien, mais des fois c'est vrai qu'avoir un vrai repos total entre guillemets, relatif quand même hein, mais juste Ouais, en fait, quelques jours et faut, après reprendre ça Hmm. peut faire du Je bien pense quoi. qu'il faut vraiment distinguer un peu le repos total, chronique sur 2 semaines, 3 semaines, Ouais pendant trois etc. semaines je fais rien avec le ça. repos de 2 3 jours. Parce qu'au final, des fois, même dans des organisations de semaine, par exemple, tu as le samedi dimanche où tu fais rien, tu vois. Ouais Donc tu as 2 jours de repos bah oui. consécutifs, mais on dit pas que tu es au repos total non plus et que c'est quelque chose de chronique. C'est juste que dans ton organisation de semaine, tu as 2 jours bah, où tu fais rien, quoi, où tu te reposes. Donc des fois, il faut pas hésiter à se dire, ok, bon là, j'ai eu récemment des douleurs, bah, pendant 3 4 jours, je vais arrêter pour voir déjà si j'ai une amélioration des symptômes le matin, etc. Et après reprendre progressivement, peut-être majorer un peu plus la fréquence. Et voilà. Donc Après, c'est. toi, c'est vrai que tu réfléchis, tu réponds à la question à travers un peu ton prisme de l'endurance Ouais, et ouais. du sport, tu vois, genre du vélo, de la course à pied, tout ça. Mais même si tu prends quelqu'un qui a. Enfin là, oui, pour le coup, la question, c'est la blessure qu'on a en saison. Donc ça présuppose dans le sport. Mais je pense même au côté quelqu'un qui a mal, côté prépa physique et tout en dehors. euh, Suivant, je sais pas, le type de split, entre guillemets, tu vois, Hmm. qui est adopté, tu peux changer de type de split, ce qui fait qu'en fait, tu vas te laisser des fois plus de jours de repos entre des séances, et ça peut aider pas mal aussi, quoi. Quelqu'un qui fait, je sais pas, des séances full body plusieurs fois par semaine, Ouais. où du coup, il met, voilà, peut-être que tu peux passer sur Un upper lower, un un upper truc. lower ou pour le coup bah c'est bête mais ton lower après moi c'est vrai que moi perso je fais ça je fais genre tu sais le upper lower classique c'est lundi mardi après tu te laisses genre le mercredi repos jeudi vendredi puis tu te laisses le week-end Ouais. mais moi en fait je me laisse carrément un jour de repos entre chaque séance c'est genre lundi une séance mardi repos mercredi une séance en fait je laisse toujours un jour entre chaque. Mais du coup, t'es pas sur une organisation à la semaine, non? Ouais, disons que ça chevauche sur Ouais, une ouais. semaine et demie, quoi. Ok, ok. Mais, Parce que mais des fois, du les gens, ils coup, aiment du bien coup, ça avoir. fait qu'entre deux séances upper ou 2 séances lower, t'as 4 jours du coup. Hmm. Et bon, après, ça c'est un truc très spécifique, mais c'est bien pour mettre de la grosse intensité à chaque séance et avoir vraiment le temps de récupérer entre 2 séances sur la même partie du corps, quoi. Et ça, des fois, c'est un truc
qui m'a pas mal aidé moi aussi, même si là on parle pas forcément de... J'élargis un petit peu la question, hein. On n'est pas forcément sur... là j'imagine que c'est quelqu'un, un sportif d'endurance qui t'a posé la question. Ouais, c'est Euh, possible, ouais. mais ouais, plus largement, c'est sûr que même si t'as mal ou que tu te blesses dans le cadre de la salle de muscu ou quoi, Hmm, ou en dehors, ça peut être pas mal d'avoir une approche comme ça aussi, quoi. hmm. Je pense qu'on a répondu, hein, à la Ouais, je question. pense, ouais. Peut-être rajouter le dernier truc, c'est de manipuler bon, l'environnemental un peu. Et quand je parle d'environnemental, c'est tout ce qui va être récupération à côté, Ouais, bien mais sûr. aussi l'environnemental en mode où est-ce que tu cours par exemple. Si tu manges que du bitume ou que de l'asphalte ou quoi, c'est quand même beaucoup plus contraignant que si tu fais quelque chose peut-être plus vallonné sur un terrain peut-être un peu plus mou, etc. Donc pas hésiter peut-être à changer un peu les surfaces pour varier en fait, pour avoir des stimulations qui sont un peu différentes et sortir un peu du pattern répétitif. Et des fois ça peut faire du bien, donc c'est peut-être le petit truc à En fait, rajouter. globalement, ouais, faut se dire, tiens, on essaie de diminuer un peu plusieurs curseurs, quoi. Et quand même continuer. Parce que c'est vrai que si t'as le curseur intensité, fréquence, volume, les contraintes mécaniques liées à la surface du sol et tout, quand tu cours, tout ça, si tout ça est assez haut, en fait, les curseurs, et que tu te fais mal et que tu te dis, tiens, je mets tout à zéro, ça n'a pas de sens. Ouais, Donc si t'essaies de réduire un peu certains éléments et voir à partir de quel seuil, en fait, ça passe et de réaugmenter à partir de là. C'est ça l'idée, quoi. exactement. En vulgarisant à fond. Deuxième question, alors celle-là je la trouvais intéressante. C'était quoi? C'était pour toi comment gérer la forme, le pic de forme. Donc ça je pense c'est un peu sur la saison, par exemple on a des échéances. Euh, et en fait ça c'est une idée qui est un peu acceptée, comme quoi tu dois t'entraîner et puis après tu vas atteindre un pic de forme, comme si Ça, c'est t'allais- la théorie de l'entraînement, ça. Ouais, c'est ça, comme si tu allais devenir extraterrestre pendant 3 jours et qu'après la fenêtre elle allait s'arrêter. Donc c'est vraiment le pic de forme. Et moi je l'ai trouvé intéressante parce que en fait, je suis pas forcément convaincu du fait qu'il y ait vraiment un pic de forme que tu puisses aller chercher. En fait, je pense que la forme, c'est quelque chose qui peut se maintenir plus ou moins à l'année. Tu peux, on va dire, te focus pendant quelques semaines pour avoir une meilleure forme, on va dire, au global, mais ce sera jamais drastiquement différent. Et il y a plein d'exemples d'athlètes qui gardent une forme à l'année qui est plus ou moins très très bonne. Et ils n'ont pas deux pics, par exemple, de forme à l'année, etc. Donc, en fait, je pense que cette notion de pic de forme, C'est pas vraiment un pic, quoi. c'est pas vraiment un pic. Déjà, c'est pas du tout significatif. C'est un peu comme l'affûtage. Alors oui, tu vas avoir un petit gain, mais ce sera jamais extrême. Mais faut pas croire qu'en gros, ce que je voulais souligner dans la question, c'est faut pas se dire, par exemple, j'ai 2 pics de forme dans l'année, quoi. En fait, c'est faux. Tu peux avoir de multiples pics de forme. En fait, le seul problème d'avoir de multiples pics de forme, c'est que par définition, si tu as plusieurs moments dans l'année où tu dois performer, tu vas avoir moins de temps pour t'entraîner et développer, et du coup, tu vas avoir une baisse des capacités. Mais c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est pas le fait que tu puisses pas maintenir une forme très très élevée. Il y a plein d'athlètes en endurance, par exemple, qui arrivent à performer quasiment toute l'année. Donc ouais, je pense que il n'y a pas vraiment une nécessité de garder, enfin d'essayer de rechercher un pic de forme. Et c'est quelque chose qui se maintient probablement à l'année si tu t'entraînes bien, tu vois. Après, dans la question, comment gérer le pic de forme, bon, déjà, dans la réponse, on croit pas au pic de forme, donc. Ouais, moi j'y crois vraiment pas du Mais tout. au-delà, je pense que ce qu'il y a derrière la question, c'est peut-être genre comment gérer le pic de forme. Bah t'es content si t'as un pic de forme. Tu vois ce que je veux dire? Non mais, T'as ton pic de non, mais forme, vraiment, je pense qu'en t'es- gros, il voudrait se dire comment organiser pour vraiment Voilà, avoir. c'est plus Ouais, ça. ouais, En fait, voilà, je me suis mal exprimé, mais comment faire en sorte d'avoir le pic de forme peut-être. ouais, c'est ça. Bah après c'est En fait, pour moi, dès que t'as les. overreaching. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça vraiment que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire les modèles classiques de surcharge d'entraînement, un peu une espèce d'overreaching léger pour surcompenser, avoir ton pic ou vraiment tu te sens mutant. En fait, pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Si t'as les qualités qui sont développées, tu peux les maintenir et après tu peux exprimer la C'est forme le modèle classique où tu fais un mésocycle de un mois, 3 semaines de ouais. un mésocycle contenant 4 microcycles d'une semaine chacun. Tu as Ouais. 3 microcycles, donc tu as 3 semaines de overreaching fonctionnel
et une semaine de deload, et là t'as ton pic de forme. Ouais, là, Et tu répètes ça tous les mois, et t'as un pic de forme tous les mois, tu vois. ouais. Mais malheureusement, ça fonctionne pas trop comme ça, quoi. Ouais, C'est. ouais, pour moi, le pic de forme, c'est pas quelque chose qui est extrêmement significatif et on peut être en forme toute l'année. De toute façon, une fois que tu as les qualités développées, enfin après, tu les exprimes en compétition, mais, euh, mais pour moi, cette expression-là, c'est pas quelque chose de forcément aigu dû à un pic de forme. En fait, ça a déjà été là et c'est déjà développé et probablement que tu pourras le répéter 2 semaines après, 3 semaines après ou peu importe. Donc, ouais, pour moi, le pic de forme, c'est pas un truc qui a du sens. C'est plutôt un mythe pour moi. Faut juste peut-être mettre en place, enfin, avoir, enfin bon après là c'est des questions pour moi de périodisation, programmation d'entraînement. En fait, il faudra un contexte précis Mais c'est sûr. pour donner un exemple parce que c'est sûr que déjà parce que là pour répondre, ouais, il faut un contexte précis parce qu'il faut avoir mis en place un truc et puis après dire tiens dans ce contexte-là mettre en place tel affûtage pour essayer d'évacuer la fatigue au moment d'une échéance importante et de laisser émerger dans l'idée la meilleure forme possible et avoir le moins de fatigue pour performer. Mais en soi, t'es quand même performant en dehors, quoi. C'est Oui, oui, juste c'est que ça. tu accumules peut-être potentiellement de la fatigue avec le travail que tu as mis en place. S'il y a eu beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, tout ça, tu as une fatigue qui va masquer La ta forme, ouais. capacité à performer. Mais donc, ouais, ça va dépendre de. Faut mettre en place un affûtage. C'était pas. Parce que ça, moi, je maîtrise peut-être un peu moins. Mais comme quoi, la durée de l'affûtage doit être plus longue si l'épreuve que tu vas faire est plus longue. Ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Bon, après, Genre, ouais. Oui, c'est ça, genre plus généralement. l'épreuve est longue, plus l'affûtage doit être long. Ouais. Et Souvent, inversement. ils disent 14 jours, plus ou moins. Mais évidemment, si tu as une discipline qui est très très courte, imaginons, je sais pas, un 10 km, en fait, t'as pas besoin de t'affûter énormément. Parce que le truc qui se passe, c'est que si tu t'affûtes pendant 14 jours, et vu que tu as une demande quand même pas mal d'intensité, tu vas peut-être diminuer trop la fatigue. Et en fait, le truc, c'est que quand on diminue la fatigue, on diminue aussi La forme. la forme. Et le but de l'affûtage, c'est juste de diminuer beaucoup beaucoup plus la fatigue, contrairement à la forme. Donc Euh, tu maintiens l'intensité, mais tu réduis Ouais, légèrement le donc volume. généralement c'est ce qu'on fait, mais sur un 10 km, en fait l'échéance ça reste tellement courte, indépendamment du niveau, hein, que tu fasses 1 heure ou 30 minutes, ça reste quelque chose de court. Du coup, t'as pas besoin de diminuer tant que ça la fatigue, et l'idée c'est plutôt de garder la forme la plus élevée possible. Par contre, évidemment, si tu fais un Ironman ou un Ultra Trail, quand tu vas passer 20 heures, il faut quand même diminuer pas mal la fatigue, parce que le jour J, bah, Puis les niveaux. Enfin, tu vas avoir une demande de fatigue qui va être énorme. si tu te prépares sur des épreuves aussi longues, c'est que nécessairement déjà tu as un volume L'entraînement, d'entraînement qui est beaucoup plus important. Donc après, les effets forme et fatigue sont aussi décuplés. Donc forcément, il va te falloir plus de temps peut-être pour évacuer une telle ouais. quantité de fatigue. Ah ouais, Euh, c'est clair, ouais. mais après, je sais qu'il y avait les papiers. Enfin, il y en a un qui bossait beaucoup là-dessus, la Mujica, là, Mujika, ouais. Inigo Mujica. Pas La français lui? science du tapering. Non, il Il est est pas français. espagnol, je crois. Ouais, Inigo Mujica, ouais, la science du tapering. Je sais qu'il y avait les réductions de volume en linéaire ou Exponentiel. en exponentiel. C'est quoi le mieux déjà? Linéaire. Ok. Enfin, apparemment, mais j'ai jamais vu un Au athlète qui faisait global? ça. Non, tout le monde fait Ouais. en exponentiel? Il me semble que c'était le fast decay, ils appellent ça. Donc c'est l'exponentiel rapide, ou alors le linéaire qui fonctionnait bien. Hmm. Par contre, le step taper. Donc en gros, Ouais. 2 semaines avant, tu baisses de 50% et tu fais totalement. Donc t'es pas linéaire du tout. C'était celui qui fonctionnait le moins bien. Après, d'un point de vue purement empirisme, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui diminuent sur 14 jours. Généralement, c'est plus court que ça, même si c'est sur du très très long. Après, à voir. En tout cas, la solution la plus sûre, c'est de faire Mais ils généralement font 14 linéaire jours. du coup? Ouais, assez linéaire, ouais. Assez linéaire, je pense. Ça laisse De le ce que je temps en vois, ouais. fait, parce que si tu fais en step et que tu réduis de 50% d'un coup, Pouf. ça va désentraîner quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis souvent, chez les athlètes, quand tu diminues d'un coup, ils ont une fatigue qui apparaît. Et quand je dis fatigue, c'est même mental, cognitif, tu vois. Ils sont Ouais, là en t'es mode. plus fatigué à rien faire que. Exactement, ouais. Ils ont même des fois des effets un peu bizarres, espèce de courbature ou des trucs que t'avais pas du tout avant. C'est qu'en fait, tu diminues trop drastiquement la fatigue. Et Ouais, c'est ça enfin, en fait. en fait, Ouais. non, tu l'as fait apparaître même la fatigue. Enfin, mais physique, je veux dire. Donc tu la diminues, mais elle finit par apparaître. Et du coup, des fois, ça les massacre. Donc vaut mieux être plutôt linéaire. Et en fait, tu t'adaptes progressivement C'est à la ça baisse. faut se dire en vrai, c'est qu'avec l'entraînement et avec l'augmentation
chronique sur des mois, des années en fait du volume d'entraînement, tu changes ta physiologie et du coup euh, tu te crées une nouvelle normalité quoi. Ouais. Et si tu Et- descends en dessous de ça, Ouais, et ça, au final tu baisses ta performance quoi. je pars un peu dans tous les sens, mais pour des athlètes qui s'entraînent chroniquement, donc je pense la plupart des gens qui écoutent, ils s'entraînent régulièrement. Mhm. En fait, des fois, je me dis, la nouvelle baseline, tu vois, le nouvel état stable de la personne, c'est ce volume hebdomadaire-là. Et dès que tu diminues de ce volume-là, tu diverges ou que tu changes ce volume-là, c'est un stress. Que ce soit une diminution ou une augmentation, c'est un stress. Et des fois, c'est pour ça que, par exemple, sur les affûtages, tu peux avoir je pense en tout cas, des variabilités de fréquence cardiaque qui sont pas du tout bonnes. Parce qu'en fait, tu sors de ton Mm. l'homéostasie, tu vois, tu sors de de ta base, de ta baseline, et du coup, ça reste un stress qui est différent. Il faut s'adapter à ce stress. Donc c'est pour ça que je pense l'affûtage linéaire, il est plus intéressant parce que tu laisses du temps à l'organisme de dissiper tranquillement la fatigue et pas faire un truc drastique où là, il se dit, ouais, pendant quasiment, Tout je ce sais qui est pas, step ou exponentiel, ouais, c'est trop d'un coup quoi. bah ouais, exponentiel. Mais exponentiel, c'est-à-dire d'un coup et Ouais, je me non. souviens plus si c'est le fast ou le slow decay. Peut-être le slow, ouais. Ça doit être le linéaire et Mais le en slow. tout cas, moi je trouve conceptuellement, ce qui est bien pour se le visualiser, c'est la courbe classique en U inversé. Tu vois, genre Ouais, entre, je sais pas moi, le volume et la performance. Et tu sais que tu as un niveau de volume où tu vas avoir la meilleure performance. Si tu fais trop, ça chute. Si tu diminues trop, bah ouais, ta perf elle chute aussi avec quoi. exactement. Soit dans le trop d'entraînement ou le désentraînement. Et ça vaut aussi pour les affûtages. Hmm. Ou pour le coup, là, à vouloir. En fait, tu te dis, tiens, je vais rien faire. Ça fait que je me repose, mon corps il récupère. Mais non, en fait. Ça te Ouais, non, fait exactement. totalement Je l'effet. pense, ouais, C'est un sinon. peu contre-intuitif comme truc en vrai. Parce Hmm, que la plupart des gens, admettons, je sais pas, euh, tu te dis, tiens, je vais être performant à un truc, je vais me reposer. Tu vois, ouais, je vais me reposer, du coup, mon corps, hop, il récupère. Et derrière, je vais être. Alors que pas forcément, pas du tout, quoi. Un peu au même titre, et là je sors un petit peu du sujet de l'entraînement, mais même au quotidien dans la vie, quelqu'un qui est habitué à beaucoup travailler, du jour au lendemain il travaille pas, c'est une loque. Hein. exactement, ouais. T'es Mais c'est un détruit. peu comme tu sais, les notions de d'îlot, de décharge. En fait, si t'as un entraînement qui est régulier, pas linéaire, mais régulier, etc., des fois, en fait, tu te sens en forme au fil de l'entraînement, au fil des semaines, tu te sens de plus en plus fort, plus en plus fort, alors que t'es pas en train de nécessairement diminuer la fatigue ou quoi. C'est juste, tu t'entraînes, tu t'adaptes, t'es toujours dans quelque chose d'optimal en termes de progression, et tu te sens de plus en plus fort, de plus en plus fort. Donc ça veut dire que, en gros, oui, t'as de la fatigue, mais tu as quand même une forme qui est quand même assez élevée. Ça j'aime bien le modèle fitness fatigue pour ça là. Ouais, Le oui, c'est modèle ça. forme fatigue, Donc, il donc est au bien. final, oui, l'affûtage, c'est important si tu veux vraiment à un moment donné avoir une performance qui est plus optimale, mais des fois, sur des degrés de fatigue qui sont modérés, on va dire, pas élevés, mais modérés, tu peux aussi très très bien performer, quoi. Il y a plein d'athlètes, des fois, qui affûtent 5 jours et qui font C'est un ça, ultra ou du on en avait long. parlé l'autre fois dans je sais plus quel podcast, mais notre avis sur l'overreaching, l'overtraining et tout Ouais, ça. Et l'overreaching. en vrai, des fois tu te dis, il vaut mieux viser sur. Après, c'est encore une autre discussion, mais viser sur un développement à long terme des athlètes, tu vois, et de viser sur cette augmentation chronique et très 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 progressive en fait du volume et de la performance, plutôt que de vouloir s'infliger des gros overreaching, des trucs en fait Mhm. pour essayer d'être plus performant et de booster les effets forme et fatigue. En se disant tiens je vais maintenir la forme mais j'aurais évacué la fatigue mais non en fait les deux vont avec Ouais, et puis donc je pense trop de variations aussi, c'est trop sujet à la sursollicitation aiguë, tu vois. Enfin, plus sujet aux blessures et tout. Donc en vrai, vaut mieux avoir un truc hyper progressif et sur des années, tu vois, que de miser à trop court terme exactement, ouais. et en compressant le temps, en te mettant des entraînements qui vont te faire sortir de ce que ton corps il peut accepter, quoi. Exactement. Euh, donc voilà. Prochaine question, quelle durée minimale pour développer une qualité, que ce soit force, endurance donc après t'as noté, ouais. Ouais. Ok. Je sais pas. À Non, la en force, vrai, c'est ton en dada. vrai, moi je me dis d'une manière générale, ça dépend en fait. Encore une fois, ce qu'on appelle développer la qualité, mais c'est sûr que si tu peux, Voir les premiers gains. bah après tu sais, il y a plein de papiers, ils testent La sur. PAP, la potentiation.
en même pas 20 Mais ça, minutes. c'est pas une qualité que tu développes. Non, en 20 minutes, Ça, tu peux tu vois, gagner. par rapport au modèle fitness-fatigue, l'effet forme-fatigue, tu vas comprendre le lien que je fais. Mais par rapport au modèle fitness-fatigue, t'as la composante aiguë et la composante chronique des deux variables. C'est-à-dire que l'effet forme, pour le coup, la potentiation, c'est un effet forme en aigu que Hmm. tu induis tout de suite, mais qui n'est pas lié à des adaptations physiologiques. C'est juste tu vas jouer sur C'est un chante nerveux. c'est du biohacking. Ouais. Tu vas jouer sur le système nerveux, mais ça va être très 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 temporaire, ça va durer que quelques minutes, donc tu as un effet forme un peu aigu, au même titre que dans une séance que tu fais, tu vas générer une fatigue aiguë, et après l'effet forme qui lui est chronique, ça va être les réelles adaptations physiologiques que tu crées sur des semaines, sur des mois, sur des années. Et la fatigue chronique, ça va être aussi l'accumulation en fait des séances. Ouais. Et ça, c'est bien pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, quand on se dit, tiens, développer une qualité, moi je me dis, oui, non, la potentiation, c'est pas. Non, mais oui, Tu développes rien j'exagère. en vrai. Je suis extrême. Mais disons que tu arrives à accéder à un petit peu plus de ressources que ce que ton système nerveux te laisse, T'octroyer. ce à quoi il te laisse accéder habituellement. Avec la technique de la potentiation. Mais sinon, je pense pour développer une qualité, il y a les papiers, tu vois, souvent il y a des papiers, ils vont faire. Après, pour moi, développer, c'est tiens, il y a un test avant, un test après, et il y a eu un protocole entre. Et je pense en vrai, des fois, en 6 semaines, t'as quand même déjà t'as des Bah, sur différences. les. Après, ça dépend encore une fois sur quelle qualité. Des fois, quand t'es sur des. Peut-être que les qualités d'endurance, tu t'y connais mieux que moi, ce sera peut-être différent C'est que des rapide. qualités morphologiques, architecturales, tu vois, comme on pourrait voir au sein des tissus. Je sais que, tu vois, les qualités hypertrophiques ou même des fois les raideurs tendineuses ou des qualités comme ça au sein des tissus, des fois c'est un peu plus long C'est chronique, ouais. que l'endurance, j'en sais rien. Ouais, ouais. Non, Tu sais après, mieux que même moi. si on restait par rapport à la force, mais par exemple, si Ça on prend du met. temps, ça, quand même, hein. Après, Ouais, en fait, ça dépend v'là des ça gens aussi, je dépend si, pense. si tu parles par exemple de la synchronisation ou des adaptations plutôt de coordination, tu vois. En fait, Ouais. c'est très très rapide. Et même les mécanismes un peu nerveux, au Ouais. final, c'est quand même assez rapide. Je pense en 6 semaines ou 8 semaines, tu peux avoir des gains de force qui sont assez intéressants. Par contre, tout ce qui va être structurel, même raideur tendineuse, par exemple, c'est des adaptations qui seront plus chroniques parce que c'est architectural et voilà. Mais après, ouais, je dirais, faut quand même passer au moins peut-être 2 semaines, 8 semaines, pardon. Ouais, 8 semaines, 8 c'est bien semaines pour avoir pour des. développer, en tout cas, je pense, pour les qualités de force. Et après, même en endurance, c'est plus ou moins la même chose si on regarde un peu même la littérature sur VO2 max. En vrai, la plupart des protocoles, c'est souvent 8 semaines, 2 séances par semaine, et tu as des gains de VO2 max qui sont assez prononcés. J'ai pas trop d'idées sur la notion de réentraînement après un. C'est un peu la mémoire. La mémoire. Les Ah nucléos. oui, oui, bah Mais ça. ça, je pense que c'est encore plus rapide, du coup, théoriquement. Mais Ouais, bah c'est sûr que si t'as déjà développé une qualité avant, que t'as arrêté pendant longtemps et qu'après tu reprends plus vite que quelqu'un qui ne l'a jamais développé. ouais, Ça, c'est clair. oui, Ça, c'est ça. c'est sûr. Attends, je prends un exemple, mais et ça, c'est ce que je me dis moi. Je me dis, tiens, j'ai l'objectif de force. Si un jour j'ai un squat à 200 kilos, tu vois, je me dis, c'est bien, j'aurais développé, j'aurais réussi à atteindre ça. Et même si après je fais plus rien, enfin, admettons, je réduis, je pourrais toujours faire un squat à 150, 160, 170 sans problème, tu Bah, vois. moi, Parce que t'auras. De quoi? bah, moi, je fais plus rien du tout, mais je fais une série lourde 4 par semaine, je pense. Et tu maintiens, en vrai. Ah, je maintiens pas. Mais je suis au moins Non, à 85-90% de mon max d'avant. ça va. Donc, Alors alors que le que je max fais d'avant, tu te faisais chier. une fois par semaine. Donc, non, non, c'est possible. On peut quand même maintenir énormément. Mais pour en revenir à la question, je pense 8 semaines pour n'importe quelle qualité pour faire un global Ouais, c'est bien. endurance, force et tout. C'est quand même la base. Après, il y a des trucs qui s'adaptent plus rapidement que d'autres. Et Par après, exemple, tu sais qu'il y a des trucs super lents, hein. Genre, moi, je sais que la coordination, par exemple, quand tu fais de la force, l'inhibition des antagonistes, ouais. c'est un truc, ça prend super longtemps. Ça prend des années, mec. Ah ouais? Ah ouais, ouais. J'ai vu des papiers, genre au bout de, des fois, un suivi longitudinal au bout de 4 ans. Et il y a une réduction, Ah, c'est dingue. mais ça prend du temps, hein. Ça prend du temps de Ok. fou. Donc, Les adaptations, ouais. c'est vrai que souvent on a tendance à se dire, ouais, tout ce qui est coordination, c'est nerveux, c'est rapide. Ouais.
Pas Oui, tout. oui, pour augmenter l'activation musculaire après un protocole. Si on prend quelqu'un de débutant ou quoi, mais l'activation dans l'agoniste, oui. La coordination avec les synergistes et tout, du mouvement et tout, oui. Ça va assez rapidement, mais c'est vrai que tous les mécanismes réflexes de protection et de où ça, tu sais, avec les antagonistes qui viennent te freiner, tout ça, Hmm. c'est plus long à développer. Mais de toute façon, c'est pas après l'essentiel des qualités. Mais sinon, ouais, je pense en vrai, pour répondre simplement à la question, 8 semaines. 8 semaines, ouais. 8 semaines. Après, encore une fois, tout ça dépend ce que c'est développer une qualité. Dans quelle magnitude qui s'appelle développer une qualité. Est-ce que c'est il n'y avait pas un truc comme ça d'ailleurs la première différence significative ou je sais plus, il y avait une notion comme ça là en stats là. Je saurais plus te dire. Mais je sais plus c'était quoi. Le premier effet significatif, mais enfin tu sais dès qu'il y a une première différence, tu vois, Ouais, mais ouais, ouais. qui est, Première augmentation significative. qui est significative. Est-ce que c'est ça, développer une qualité? Parce Mais du que, coup, ce sera pas beaucoup. bah non, mais Ou... ça, même si on voulait prendre les extrêmes, par exemple, enfin, tu cours en descente. Hmm. euh, donc tu vas créer beaucoup de dommages musculaires. Et si tu fais ça, enfin, il y a des papiers qui montrent que 10 jours après, tu n'auras pas du tout la même magnitude de fatigue. Et tu auras aussi une augmentation probablement de la force max au niveau des extenseurs de ton genou. Donc en fait, t'as un gain rien que sur une séance, tu vois. Après, c'est la question, c'est le chronique et quelle augmentation sur du chronique. Mais oui, la question, c'est sûr que c'est compliqué de se dire c'est quoi développer une qualité. Bah oui, parce que là, c'est un peu subjectif. Et qu'est-ce qui sera satisfaisant en termes de développement? Est-ce qu'on dira, ah Ouais, ouais, non, mais là, c'est. Ouais, non, c'est pas développé beaucoup. Parce que des fois, dans les études, tu vas voir X% de différence par rapport au pré-protocole, mais des fois, oui, c'est dans sûr, la hein. pratique, la personne va se dire, ah ouais, bon, ça a pas changé grand-chose, quoi. Oui, oui, oui. Mais il y a eu un développement, donc voilà. Mais en vrai, 8 semaines, t'as déjà une différence. Mais moi, j'ai toujours tendance à me dire 3 mois en vrai. Ouais, ouais, ouais. 3 mois, c'est bien. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les mêmes là, si on parle de programmes ou de trucs que tu fais avec des gens, tu vas pas faire un programme à quelqu'un. C'est pour ça tous les challenges de merde là, les trucs sur les réseaux là, 40 jours là, 30 jours machin. Mais qu'est-ce que tu veux développer en 30 jours? Ouais. Surtout du muscle ou Bah, des trucs comme tout ça. ce qui est esthétique, c'est facile en fait, parce que il y a beaucoup de choses où au final, oui, le physique c'est important, mais enfin, il y a énormément de choses qui va se passer du côté nutritionnel. Donc en 30 jours, tu peux faire des changements Ouais, drastiques. en nutritionnel, ouais. Tu peux faire des changements drastiques, mais c'est En sûr qu'en composition termes corporelle, mais de... tu développes pas beaucoup de masse musculaire en 30 jours. Hein. Ah bah non. À moins d'être Géchard, Ouais, ouais, je suis d'accord. mais non, non, 3 mois c'est bien. En vrai, moi je me dis, entre 8 semaines et 3 mois, déjà tu as une bonne différence. Possible de gagner en force avec renforcement au poids de corps? Cette question. Ouais, Oui, en fait, celle-là, je l'ai mise parce que les gens, qu'est-ce que la force? ils se posent la question. Ouais, la force c'est compliqué. Mais bah, bien sûr que c'est possible. Après, ce sera spécifique au pattern, je pense en vrai. Alors, Il comme y a qu'à d'hab, voir les ça, grimpeurs. Moi, je pourrais j'adore. en parler longtemps, vu que j'ai fait Power Pro, là, la formation sur la force. Mais en vrai, au poids de corps, c'est sûr que tu fais. Ça dépend vers quoi tu veux transférer. Là, toi, si tu me dis oui, par exemple, les grimpeurs, ils font des tractions et tout, eux, Traction à un bras. c'est direct assez spécifique, forcément. Mais je veux dire, faire des pompes, des tractions et des pistol squats et des trucs comme ça, t'es très vite limité d'un point de vue variation dans l'entraînement. T'as assez peu d'outils finalement. Intensité surtout. C'est pas que c'est mauvais, hein. Tu peux aller très loin, mais ça dépend pourquoi et qu'est-ce qu'on veut en faire. Je pense. Euh, Après le poids de corps, oui, tu peux. Encore une fois, moi qui viens du. J'ai passé quelques années dans le street workout et des trucs comme ça. C'est sûr que si on appelle l'entraînement poids de corps, oui, tu peux les figures de force de gym et tout. Enfin, tu peux aller super loin Ouais, oui, rien qu'avec les le poids de ton gymnastes. Bon, corps. après, les gymnastes font pas que du poids de corps, tu vois, Bah ils non, font aussi plein d'autres choses. Mais c'est vrai que d'extérieur, c'est toujours enfin, une bonne image parce que je dis, mais ils sont mutants, quoi. c'est un truc de fou, ouais. C'est des monstres. Mais après, bon, il faut autre chose à côté. Mais Euh, ils ont des outils, mine de rien. Hein. ouais, ouais. Ils ont des outils que, voilà, t'es pas juste dans ta chambre avec une barre de traction dans la Non, mais porte ça, c'est sûr, et ouais. des pompes par terre, quoi. C'est sûr. Euh, Mais après, c'est vrai que quand on parle de force, parce que les gens voient ça de manière assez générale, je pense que la ouais, question elle est intéressante là-dedans, c'est que en fait la force c'est quelque chose qui peut s'exprimer sur plein de patterns, plein de mouvements, plein de choses différentes. Un grimpeur qui sert une prise par exemple, il est fort dans
ce skills. Dans ce mouvement-là, Dans dans ce ce pattern de ouais, serrer la prise. c'est ça. Donc en fait, c'est une expression qui est extrêmement spécifique. Donc on pourrait dire, bah voilà, moi par exemple, je veux devenir fort, je veux être le meilleur à faire des pompes, tu vois. Donc tu pourrais très bien faire un focus, trouver des variantes et devenir fort sur ce mouvement-là. Après, ça dépend ce que la personne qui m'a posé cette question-là voulait, tu vois. C'est quoi être fort? Est-ce que fort pour lui, Ça manque de dans contexte. l'image des gens, c'est de l'hypertrophie par exemple? Est-ce qu'être fort, c'est faire une traction d'un bras? Donc du coup, on pourrait se dire, bah les grimpeurs par exemple, ils font des tractions d'un bras et ils touchent très rarement de la fonte ou quoi que ce soit. Est-ce Donc, que être fort, c'est savoir donc faire la réponse c'est oui en vrai. Moi, plein de... tu peux largement développer la force, je pense, au poids de corps. Après, Et, tu deviens limité par et puis les après, con- quand t'es débutant, mec, Ah bah ouais. quand un débutant, il y a les gains non spécifiques. Tu sais, Hmm. plus t'es débutant et plus t'as de gains non spécifiques de force. C'est-à-dire que juste, effectivement, faire des pompes, des tractions, des trucs classiques, évidemment, tu vas progresser à fond là-dessus. Mais il y aura même un transfert sur plein d'autres patterns ou d'autres trucs, des fois, juste parce qu'en fait, t'étais à zéro partout. Donc le fait d'avoir augmenté un truc, ça, je Hmm. crois que c'était les gains non spécifiques liés à l'hypertrophie, hein, ça par exemple. Mais à plus haut niveau, après, ça s'arrête très vite, quoi. Ouais, ouais. Après, Mais poids de corps aussi, on en a pas parlé, mais si par exemple tu fais de la plio, si par exemple tu fais de la plio, alors c'est pas des. oui, c'est à poids de corps, tu me diras. Oui, Ouais, mais oui, c'est c'est sûr. ça à poids de corps, mais les magnitudes de charge que tu t'infliges, Ah, c'est énorme. c'est énorme. Et après, en termes de raideur, en termes de gain de force au final, et un nerveux, qui peuvent être assez bien transférables aussi dans l'activité, bah voilà, t'es à poids de corps, quoi. C'est vrai que quand on pense à la plio, on pense à Ah ouais, à la charge, aux ouais, ouais. qualités d'explosivité, de rebond, l'aspect tendineux et tout. Mais force juste de base, en fait. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, dès que tu atteins des grandes vitesses, des grandes accélérations et tout, en fait, tu mets une force énorme sur tes tissus et tu gagnes aussi réellement en force, quoi. Ouais. Après, encore une fois, spécificité, je veux dire, c'est pas parce que tu fais des big jumps que tu vas avoir un squat de ouf. Ah bah non, ça c'est clair, ouais. mais, euh, mais Les deux ont leur et intérêt. inversement, hein. Ouais. Les deux, en fait, ils ont leur intérêt, mais c'est sûr que si tu veux développer la force sous le prisme des charges lourdes, et un peu comme on a à l'image classique dans la préparation physique, quoi, bah, au poids de corps, tu finiras par être limité si t'es pas, si t'es pas ultra inventif. Alors après, il y a des méthodologies, hein, mais c'est quand même moins intuitif et faut quand même bien réfléchir à ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, quoi. Je pense que les charges, c'est un peu En fait, indispensable, hein. c'est juste. Ça, je pense que les gens ils comprennent, mais quand on charge, en fait, c'est juste une contrainte facile, contrainte environnementale, en fait, facile, qu'on s'applique pour surcharger un mouvement, en fait, ou un pattern. Et exprimer une force dans ce pattern-là. Mais c'est rien de plus, en fait. C'est juste, c'est facile de se dire, ok, bah si je veux gagner en force, je vais juste rajouter un peu de poids sur la barre pour être sur des intensités qui sont suffisantes. Mais Euh, tu vois, il y a un très bon exemple par rapport à ça. Les haltérophiles à haut niveau, hein. Mec, ça fait pas, c'est parmi des fois les athlètes qui sautent le plus haut, hein. C'est un ouais, truc de ouf. Et qui ne s'entraînent pas au saut, tu vois. Si on se dit, tiens, le transfert, il va dans un sens, tu vois. C'est-à-dire que l'haltérophile qui est haut niveau et qui a l'habitude de faire ses épaulés ou ses trucs avec le rebond, avec une grosse charge et tout, qui devient un monstre là-dessus, et qui a des grosses qualités de force et qui en plus va avoir la vitesse avec, mais à côté, tu lui demandes de faire un saut, il va sauter super haut en hmm, niveau pliométrique, même s'il fait pas de plio à côté, il va être très fort. Alors que le gars qui va juste entraîner la plio, mais qui fait pas du tout les trucs avec les ouais. charges, il aura un truc, mais il aura pas le reste. Bah, surtout Alors, que des fois, tu vois, tu sais, par exemple en saut, il y avait la vidéo, là, putain, je me souviens plus comment il s'appelle, le gars qui faisait Werner. du saut en hauteur. Non, 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 Ah non. non, Werner Tu te souviens pas, Gintor. le gars qui faisait du saut en hauteur, il y avait eu un documentaire qui était passé sur lui. Le mec, il faisait des quarts de squat ultra lourds, il avait une plio de dingue, Ah, je sais il plus. était C'était petit, pas genre là. un Suédois. Oui, oui, c'était ça, ouais. Et il était assez court, enfin, il était Le mec, il faisait petit. des sauts, Ouais. des haies qui faisaient sa taille. Et le gars faisait pas juste de la plio intensive, il faisait aussi de la charge lourde, quoi. Ouais, souvent Bah, faut. parce que après, quand tu comprends vraiment ce que c'est que la force et les composantes qu'il y a, alors évidemment au niveau nerveux, mais aussi au niveau structurel avec les raideurs tendineuses et tout, les activations musculaires, les coordinations, nanana, Hmm, tout ce qu'il y a au sein de la force, c'est un levier. ce qui fait la force, bah en fait, t'es obligé d'avoir euh, plusieurs outils pour venir la maximiser. Donc oui, au poids de corps, tu peux gagner en force, surtout si en plus tu te dis, tiens, je débute. En fait, il faut voir qui pose la question et dans quel Je contexte. regarde pas trop. C'est sûr que si c'est, admettons, c'est quelqu'un qui fait un sport d'endurance
et qui veut se renforcer à côté mais qui a pas de matos, ou si c'est quelqu'un genre qui débute et qui se dit tiens, est-ce que je peux gagner en force avec très peu de matériel en faisant du travail au poids de corps parce que j'ai pas accès ou j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, etc., d'aller à une salle. Bref, avec toutes les contraintes que ça implique. C'est pas, il y a des gens, c'est vrai, ils débutent, ils savent pas. Tu les mets dans une salle, ils comprennent rien, tu vois, ils savent pas utiliser Bah, moi, au début, je le faisais du matos et poids tout. de corps. Enfin, Hein. voilà, donc le poids de corps, oui, c'est un très bon moyen pour débuter et tu peux aller très loin. Encore une fois, tout dépend de l'objectif. C'est sûr que si tu fais des figures de force, de gym, de workout et tout, tu peux faire que ça, limite, quasiment, presque que ça, et tu iras très très loin. Mais si c'est en mode. Ça dépend encore une fois du contexte, quoi. Ça, c'est toujours chiant comme réponse, mais le contexte, c'est ce qui fait. C'est ce qui nous permet de répondre mieux ou pas. Parce que là, donner une réponse générale, oui, Voilà. mais jusqu'où et pourquoi, quoi. Ouais, c'est sûr. Dernière question, je pense, pour l'épisode d'aujourd'hui. Comment gérer l'enchaînement de compétitions rapprochées? Alors, là, je pense que le meilleur exemple, c'est peut-être les sport co, tu vois. Où Ouais. des fois, après, ça dépend Tous les week-ends. à quel niveau, ouais, tous les week-ends, et des fois, même 2 fois par semaine, tu sais, en foot ou quoi, ils peuvent avoir 2 matchs dans la semaine, enfin, c'est des dingueries, même en basket, Mm. tout ça. Euh, Bah là, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est pas à ce moment-là trop que tu vas aller développer des qualités, de mon point de vue. Après, ça dépend encore une fois à quel niveau, qu'est-ce qui est disponible et tout, parce que souvent, des fois même à haut niveau et suivant le sport et tout, il n'y a pas trop de enfin, il y a pas trop de temps à donner à la prépa physique. Et puis de base, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais que si tu as 2 échéances dans la semaine, enfin déjà tout ne peut pas être, si c'est tout le temps, Tu peux rien faire. déjà tout peut pas être important. Donc en fait, tout ne sera pas considéré comme une échéance importante. Et en fait, peut-être qu'il y a des échéances qui, enfin, admettons, tu as 2 matchs par semaine, il y en a qui vont être importants, d'autres où tu vas les considérer limite comme l'entraînement. Euh, mais dans tous les cas, tu auras un gros volume d'entraînement, une grosse intensité, et tu vas pas aller mettre 3 séances de prépa physique en dehors, ça va être compliqué, Ouais, quoi. oui, c'est sûr. Donc tu seras sur des maintiens de qualité limite, hein, de mon point de vue. Ouais. En, Moi, en- j'ai tendance, alors que ce soit d'un point de vue force ou même énergétique, endurance, on va dire, j'ai tendance à en faire limite moins. Parce que tu sais, des fois, enfin, par exemple dans le vélo, ils ont tendance à faire des rappels en semaine et tout. Mais en fait, les contraintes, elles sont tellement déjà importantes, que ce soit physio, que ce soit nerveux, musculaire, le week-end pendant les courses, t'as pas besoin d'en faire énormément, tu vois. L'idée, c'est d'abord d'essayer de récupérer au mieux de ce que tu t'es infligé le week-end. Pourquoi pas micro-doser certaines qualités que tu sais que tu vas potentiellement perdre parce que toi, tu es sujet à les perdre, peut-être. Et voilà, c'est tout, tu vois. Tu peux pas faire des miracles de toute façon. Et dans cette question, je pense qu'il faut déjà se dire, ok, bah en hors saison, j'espère que j'ai fait le travail nécessaire et que j'ai vraiment bien développé mes qualités. Parce que en saison, j'aurai clairement pas le temps de les développer. Et le seul truc, ça va être de les maintenir le mieux possible, quoi. Donc, euh, donc ouais. dans des sports comme ça, effectivement, ça laisse moins le choix. Tu Ouais. peux pas trop Et je laisser place au pense en développement dans des semaine, vaut conditions comme mieux, en ça. tout cas si c'est le week-end, mais vaut mieux en faire moins que plus. Donc vraiment, ouais. Vraiment, vraiment la philosophie du moins et se dire, ok, je vais essayer d'en faire le moins possible, micro-doser ce qu'il faut micro-doser. Et voilà, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, si vraiment le week-end, par exemple, il y a une grosse échéance, bah, je vais juste faire un rappel, en tout cas en endurance, dans la semaine, et c'est tout. J'en ferai pas deux, pas besoin de faire Parce plus. que ça reste après l'entraînement, ça reste encore toujours. Moi, je me dis toujours ça, mais tu ne peux, tu ne peux. J'avais une phrase comme ça. Attends, tu peux développer une qualité qu'à la hauteur de ce que tu peux récupérer. Enfin, c'est Ouais. peut-être pas la bonne phrase, Oui, mais t'as oui, non, mais compris ce que je moi j'ai voulais compris. dire. C'est qu'en gros, tu vas pas aller te foutre une charge d'entraînement que derrière, tu sais que ça va générer une fatigue Mm. de laquelle tu vas pas pouvoir récupérer, qu'en fait tu vas juste creuser en fait ton état de forme et enfin ta capacité à performer, et en fait ça va servir juste à rien, quoi. Donc c'est sûr que dans ces cas-là vaut mieux être dans une espèce d'équilibre et essayer de rester plus ou moins en forme sur la saison, plutôt que de se dire tiens je vais vouloir faire plus pour au final te blesser Ouais. ou contre-performer. Enfin voilà, ça va pas du tout être. Donc il faut accepter les contraintes et faire en fonction, quoi, hein. C'est sûr.
Donc je suis d'accord, je pense développer le plus possible quand il y a moins d'échéances, moins de trucs sur le temps en dehors qui est à disposition. C'est sûr que c'est plus simple dans des sports où tu as 3-4 échéances dans l'année. C'est sûr que c'est... Ah bah ça c'est clair. Ouais. Ça dépend de l'athlète et aussi de son engagement et du niveau de pratique et tout. Mais c'est sûr que, ouais, je sais pas, moi, dans ce que tu fais, mais admettons dans les trails et tout ça, si tu fais 3-4 courses dans l'année, bon, ça va. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a répondu à un peu toutes les questions là. Ouais. Et puis bah ouais, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Et bah n'hésitez pas À mettre des questions en commentaire. Ouais, comme ça nous donnera des idées pour la suite. Pour les autres sessions de questions-réponses. À nous dire un petit peu votre avis. N'hésitez pas aussi si vous n'êtes pas forcément d'accord ou si vous voulez éclaircir des trucs ou si ça suggère d'autres questions, ce qu'on a dit. Parce que des fois, on part d'une question et on part un peu dans tous les sens. Et on évoque plein de sujets différents. Pense à t'abonner à la chaîne aussi pour pas rater les prochains épisodes du podcast. À liker tout ça et puis bah, nous on t'écoute en commentaire. On se retrouve dans le prochain épisode du podcast. Salut.